3000 ans d'histoire et une dizaine de minutes pour en parler, c'est parti! Quand on pense à la présence romaine en terre d'Israël, une image s'impose presque toujours. Celle de l'an 70, des flammes, le désarroi et la destruction du second temple de Jérusalem. Un événement d'une portée immense, certes, mais réduire près de 7 siècles d'histoire à cette seule date serait passer à côté de l'une des dynamiques les plus complexes du monde antique. Pendant près de 700 ans, cette région a été le carrefour et l'objet de toutes les tensions entre le plus grand empire d'un monde méditerranéen en expansion et un peuple profondément attaché à son identité. Guerre, stratégie politique, innovation architecturale et mutation culturelle. Comment ce territoire du Proche-Orient est-il devenu un point d'ancrage aussi stratégique pour Rome? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette rencontre, bien avant l'avènement de l'Empire. Au IIe siècle avant notre ère, Rome n'est encore qu'une république conquérante qui étend son influence vers l'Orient. En Judée, la dynastie des Hasmonéens jouit alors d'une indépendance chèrement acquise après la révolte des Maccabées. Cependant, les rivalités internes au sein du pouvoir local vont progressivement ouvrir une brèche. En l'an 63 avant notre ère, le général romain Pompée intervient dans la région pour arbitrer ces conflits. Son entrée dans Jérusalem et plus particulièrement son incursion dans le Saint des Saints du Temple, rapporté par Flavius Joseph, constitue un traumatisme profond pour la population. La Judée perd alors son autonomie totale et devient un royaume sous tutelle romaine. Un tournant décisif qui cède bientôt la place à une figure aussi fascinante que controversée, le roi Hérode. Pour bien comprendre qui est Hérode, il faut se pencher sur ses origines, car elle résume à elle seule toute l'ambiguïté de sa position. Hérode n'est pas issu d'une vieille lignée royale judéenne. Il appartient à une famille d'Iduméens, une région située au sud de la Judée. Or, un siècle plus tôt, les populations iduméennes avaient été amenées ou contraintes à se convertir au judaïsme lors de l'expansion du royaume hasmonéen, ce qui par ailleurs constitue le seul cas recensé de conversion collective et politique de l'histoire juive. Le père d'Hérode, Antipater, s'inscrit pleinement dans cette transition et devient juif sur le papier et par le droit, ouvrant la voie à l'ascension fulgurante de sa famille. Mais pour les élites traditionnelles de Jérusalem, cette origine iduméenne et cette conversion politique, ça passe pas. Hérode est perçu comme un souverain illégitime et usurpateur. C'est précisément cette fragilité identitaire originelle qui va le pousser à compenser par une ambition démesurée et renforcer sa loyauté absolue envers Rome et une politique de grands travaux monumentaux sans équivalent. Hérode était connu pour être démagogue, paranoïaque, mais également un stratège jamais égalé. Il comprend que pour régner sans turbulence, il lui faut apaiser les Juifs qui le méprisent. Or, le temple de Salomon, le premier temple, n'est toujours pas reconstruit. Tout de moins, ce qui fait office de temple de Jérusalem n'est ni à la hauteur de celui de Salomon et encore moins à la hauteur de la vision de grandeur que Hérode porte. C'est sous cette impulsion que le second temple de Jérusalem est profondément agrandi, devenant l'un des sanctuaires les plus monumentaux de l'Antiquité. Nous avons encore les traces des imposants murs de soutènement, incluant le mur occidental, qui témoignent de l'envergure et du génie de ces constructions. Mais Hérode ne se limite pas à la capitale. Il fonde une ville portuaire entièrement nouvelle, Césarée maritime. Nommé en hommage à l'empereur Auguste, ce port majeur de la Méditerranée orientale se dote d'un palais royal, d'un théâtre, d'un hippodrome et d'infrastructures portuaires de pointe. Les techniques utilisées lors de la construction du port de Césarée sont tellement avancées qu'aujourd'hui encore, les scientifiques ne sont pas en mesure de tout expliquer. Ils fortifient également l'Hérodion dans le désert de Judée et développent le site de Masada. Par ces réalisations, il cherche à démontrer que la Judée peut pleinement s'intégrer dans la modernité de l'Empire,
tout en restant une poudrière politique. À cette époque, la réalité quotidienne ne se résume pas à une simple occupation militaire romaine. La terre d'Israël est un espace de cohabitation culturelle complexe. Dans les rues, les langues se croisent. L'hébreu et l'araméen dans les cercles traditionnels, le grec pour le commerce et l'administration et le latin pour le pouvoir central. Les cités côtières adoptent les codes de l'hellénisme tandis que Jérusalem demeure le cœur battant du monothéisme juif. Cette juxtaposition de cultures génère des frictions permanentes. Rome apporte son réseau routier, son administration et ses exigences fiscales. Mais sa présence heurte une population pour qui le fait religieux se confond avec l'identité de la terre elle-même. À la mort d'Hérode, son royaume est partagé entre ses fils, mais Rome garde le contrôle. Finalement, en l'an 6 de notre ère, l'empereur Auguste décide de transformer la Judée en province romaine dirigée par un gouverneur. C'est dans ce contexte qu'apparaît Ponce Pilate. Gouverneur entre l'an 26 et 36, il est mondialement connu pour son rôle dans le procès de Jésus, mais les sources historiques le décrivent surtout comme un administrateur romain constamment confronté à une région extrêmement difficile à stabiliser. Pourquoi alors un tel investissement de la part de Rome? Parce que la région constitue un corridor géostratégique vital entre l'Égypte, la Syrie et les routes de l'Orient. Mais administrer cette province s'avère extrêmement délicat. Au 1er siècle, l'accumulation des griefs, lourdeur fiscale, maladresse et provocation administrative, refus de la domination étrangère, conduit la société au point de rupture. Les positions se radicalisent entre partisans du compromis et les zélotes, convaincus de la nécessité d'une insurrection pour retrouver une souveraineté totale. En 66, la situation dégénère avec le déclenchement de la Grande Révolte. L'empereur Néron dépêche alors Vespasien pour pacifier la région. Lorsque ce dernier est proclamé empereur à Rome en l'an 69 à la suite d'une guerre civile, c'est son fils Titus qui hérite du commandement du siège de Jérusalem. En l'an 70, la ville tombe et le second temple est détruit. Les récits de Yosef ben Matityahu documentent la violence du siège et l'effondrement de Jérusalem. Contrairement à l'idée générale, l'histoire ne s'arrête pas à la destruction du second temple. La résistance connaît un dernier sursaut tragique. En l'an 73, la chute de la forteresse de Masada et le célèbre récit du suicide collectif rapporté par Yosef ben Matityahu marquent la fin de la présence juive dominante à Jérusalem. 60 ans plus tard, en 132, une nouvelle insurrection d'envergure éclate. Après de nombreuses provocations romaines, la limite est franchie lorsque l'Empire ordonne un Issur Mila, l'interdiction formelle de pratiquer la circoncision des nouveau-nés. La construction d'une statue monumentale à la sortie d'une synagogue est le dernier élément qui met définitivement le feu aux poudres. Les Juifs s'unissent sous la conduite de Shimon bar Korva. Il est soutenu par le grand sage Rabbi Akiva qui voit en lui le Messie. Les insurgés frappent leur propre monnaie en refrappant des pièces romaines pour effacer symboliquement le pouvoir de l'Empire romain. La réponse de l'empereur Hadrien est implacable. Il mobilise plusieurs légions pour écraser la révolte, entraînant des pertes considérables des deux côtés. Après cette guerre, Hadrien prend une série de décisions radicales qui vont profondément transformer la région et qui vont avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Jérusalem est reconstruite en cité romaine sous le nom d'Aelia Capitolina. Des temples païens y sont édifiés et selon les sources antiques, l'accès à la ville est strictement interdit aux Juifs, à quelques exceptions près selon les époques. Autre décision lourde de sens, la province de Judée est rebaptisée Syria Palestina. Les historiens débattent encore des motivations exactes de ce changement. S'agit-il de rompre définitivement le lien entre la Judée et le peuple juif après ces révoltes successives? Ou Rome a-t-elle simplement repris un nom géographique antique en l'élargissant à toute la province?
Le débat reste ouvert, mais la volonté d'effacer symboliquement l'identité juive de ce territoire et d'infliger une sanction politique et l'humiliation durable aux autochtones demeure une réalité dans cette prise de décision. Malgré les bouleversements majeurs, la vie ne s'arrête pas et la Galilée devient peu à peu le nouveau cœur battant de la ville intellectuelle et spirituelle et juive. Éloignée des cendres fumantes de Jérusalem, cette région verdoyante du nord du pays offre un havre de paix relatif où les sages et les érudits choisissent de se réimplanter pour sauver l'essentiel, la transmission. C'est ainsi que le Sanhédrin, l'institution suprême de la loi et de l'enseignement, trouve refuge successivement à Yavné, Séphoris et enfin à Tibériade. Dans ces académies de plein air et ces maisons d'études improvisées, loin des projecteurs de la haute politique romaine, s'accomplit un véritable miracle culturel. Les maîtres du judaïsme codifient, enseignent et consignent par écrit la tradition orale qui structurera le judaïsme pour les siècles à venir. C'est durant cette période faste pour la pensée, portée par des figures majeures comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui rédigeait la Mishnah, le socle du Talmud. Tandis que Rome pavait des routes et dressait des temples païens pour asseoir sa domination sur la pierre, ces érudits bâtissaient dans l'ombre et la résilience un empire de l'esprit capable de traverser les millénaires. Aujourd'hui, cet héritage est omniprésent. Si vous visitez Israël, de Césarée à Beth-Shan, en passant par les théâtres antiques, les aqueducs et les fondations monumentales de Jérusalem, vous marchez littéralement sur les traces de cette époque. Rome et son empire a disparu, mais Israël est toujours là, bien ancré sur cette même terre. Finalement, lorsque l'on visite Israël aujourd'hui, voit-on encore un pays moderne? Ou marche-t-on, même sans s'en rendre compte, au milieu d'un immense musée romain à ciel ouvert? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour découvrir encore plus de récits historiques, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour 3000 ans d'histoire expliquée en une dizaine de minutes.